Bien, je vous propose qu'on débute pour cette dernière table ronde, cette dernier atelier sur l'axe, sur l'espace région, sur accélérer l'industrie en Outre-mer. Alors, comme m'a dit Cédric, c'est la dernière, il faut tout lâcher, donc on va donner le meilleur de nous-mêmes, ça c'est clair. Première chose, vous savez que la France regorge de ressources, de talents. Alors, on a la chance d'avoir effectivement toute une partie en métropole, mais bien évidemment, beaucoup dans les Caraïbes, beaucoup en Guyane, beaucoup dans l'océan Indien, beaucoup dans l'océan Pacifique. Bref, la France, j'allais dire, le soleil ne se couche jamais, en tout cas, sur les espaces français, et notamment ultramarins. Alors par contre, c'est vrai que quand on parle de la partie ultramarine, on parle pas souvent de l'industrie. Et justement, l'idée, c'est effectivement de vous donner un petit focus sur cette partie industrie et plus particulièrement sur l'accélération de l'industrie en Outre-mer. Alors, pour vous en parler mieux que moi, bien évidemment, on a la chance d'avoir 4 experts. Alors, on va commencer tout d'abord par Pierre Villa. Pierre, vous êtes chef de bureau de la vie économique, de l'emploi, de la formation à la Direction générale des Outre-mer. C'est bien ça? Très bien. Angelina Simoni, vous êtes la directrice interrégionale des Outre-mer. Donc vous rayonnez sur l'intégralité des Outre-mer. Et Dieu sait si effectivement elles sont vastes. Et puis on a la chance d'avoir 2 entrepreneurs avec nous. Cédric Der, vous êtes le patron de... Alors attendez, hop, tac, c'est écrit devant moi. À cette heure-là, le problème c'est que j'ai des petits problèmes de connexion. De Gazdom. Et vous nous expliquerez plus en détail ce que vous y faites. Et puis, Paul Soubaya, vous êtes le président de RVE. J'ai pas dit de bêtises? Bon, tout va bien. Alors, la première question, ce sera pour vous, Pierre. Alors, vous avez 3 micros derrière. Je vous laisse le soin de vous les partager. Vous pouvez prendre les 3. Comme ça, on va optimiser la dynamique qui nous a été mise en place. Ça veut dire quoi, les industries en Outre-mer? Pierre, pardon, excusez-moi. Pierre, c'est quoi, justement, les industries en Outre-mer? Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est quelque chose qui est important, peu important? C'est pas un épiphénomène, mais ça ne demande qu'à grandir. C'est pas une industrie, ce sont les industries. Comme il n'y a pas un outre-mer, il y a des outre-mer. Parfois, il m'arrive de dire qu'il y a une spécialité industrielle par territoire d'outre-mer, tellement il y a des richesses. Il y a les industries habituelles qu'on connaît, d'extraction, de transformation avec le sucre et le rhum, mais il y a aussi des industries nouvelles, notamment dans l'agroalimentaire, notamment dans les énergies renouvelables, dans le développement durable, dans le traitement et la valorisation des déchets. C'est tout ça, l'industrie dans les outre-mer. C'est bien sûr aussi la culture des perles, l'aquaculture. Donc c'est une industrie au pluriel. Et puis ce sont les industries traditionnelles qu'on retrouve sur l'intégralité des territoires qui se retrouvent aussi en Outre-mer. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, pour vous, BPI France, accompagner les entreprises justement ultramarines, ça commence comment? Et j'allais dire, comment vous faites connaître justement ce développement de solutions? Alors, on vous connaît très très bien sur la partie entrepreneuriale, mais justement sur la partie industrielle, comment vous maillez justement le territoire pour faire connaître les dispositifs d'accompagnement et de développement? Alors, au niveau de BPI France, oui. Alors, BPI France, c'est une banque, mais pas que. Hein. C'est aussi un outil de métamorphose au service des entrepreneurs. Et l'accélérateur qu'on a monté avec le ministère des Outre-mer, représenté par Pierre, en est une parfaite illustration. Parce que on s'est rendu compte que, bon, tout le monde sait que ces territoires sont isolés, en distance, en décalage horaire, qu'il y a beaucoup de vents contraires, ces territoires sont composés d'un tissu économique majoritairement de petites entreprises, de PME, toutes petites ETI, mais le gros, c'est vraiment la PME et la TPE. Et que aussi le troisième constat qu'on avait fait, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés, les big, qui font du conseil, mais elles ne vont pas jusqu'en Outre-mer. Donc on s'est dit, comme on est un outil de métamorphose, on va apporter le conseil dans les Outre-mer. Et donc on a monté un programme d'accélérateur pour uniformiser un petit peu tout ça et pour transformer le tissu industriel. Parce que pour nous, l'industrie, bon, on est dans la réindustrialisation de la France.
Et il faut, le programme de l'accélérateur se concentre sur les industries existantes, parce qu'il y a la création de l'industrie, et là, le choix d'accélérateur a été de se faire sur la transformation et la métamorphose du tissu industriel. Alors, vous évoquez 2 points. La première chose, c'est cette notion de développement endogène et pas exogène, ça c'est la première partie. Et puis la deuxième chose, c'est cette notion d'accélérateur. Alors, on connaît le principe des accélérateurs, enfin peut-être pas tout le monde, mais le principe des accélérateurs, vous pouvez peut-être déjà rappeler ce que c'est. Et puis peut-être se dire qu'effectivement, les accélérateurs, ils étaient historiquement nationaux, ou en tout cas métropolitains. Qu'est-ce que vous avez proposé avec un nouvel accélérateur ? Alors, ce qu'on a proposé, c'est justement, alors il y a des accélérateurs nationaux, filières dans l'Hexagone. Et on s'est dit, bon, les ultramarins sont très, très résilients. Moi, je dis toujours, une société ultramarine qui réussit sur son territoire, il y a tellement de vent contraire qu'elle réussit partout. Il suffit de se caler, en fait. Et donc, on a choisi une cible de petites entreprises, des sociétés qui développent entre 2 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On les coach. J'aime bien faire la métaphore avec Orangina. Hein. On secoue un peu tout le monde, mais avec bienveillance. Et ça fait sourire. Mais le but du jeu, c'est que tout le monde, on ouvre le champ des possibles, parce qu'on a beaucoup de consultants qui sont spécialisés par secteur d'activité. Pierre a développé quelques exemples d'industrie. Il y a aussi beaucoup d'industries agroalimentaires, bovines, dans la pêche, ovicole, etc. Et toutes ces sociétés-là ont besoin d'accompagnement par des experts. Et c'est ce qu'on a apporté. Est-ce que vous, et finalement, c'est ce qui n'était pas possible. Ça dure 12 mois. Et la spécificité, c'est qu'on a commencé par la zone anti-Guyane. C'est voilà. ça, parce qu'en fait, les faire venir à Paris, ou en tout cas en métropole, c'était des investissements de temps colossaux. Voilà. Et là, d'un seul coup, ça devient possible. Et on a adapté, en effet, le programme à la taille des entreprises accompagnées. Et dans tous ces programmes, on a un académique qui se déplace. Souvent, c'est HEC ou KEDGE. Là, en l'occurrence, c'est KEDGE qui a été sélectionné. Et donc, on a un séminaire dans chacun des 3 territoires et on a 5 sociétés de chacun des territoires, donc 5 en Guyane, 5 en Guadeloupe et 5 en Martinique. Donc, on a déporté et on a fait en sorte que KEDGE ait cette notion ultramarine, des enjeux ultramarins liés aux approvisionnements, aux distances, aux conditions climatiques qui sont un peu particulières par rapport à l'Hexagone, et d'intégrer tout ça dans le conseil. Alors, on a parlé effectivement d'une posture un peu haute et de regard sur l'entrepreneuriat. On a la chance d'avoir 2 entrepreneurs avec nous. Cédric Der, Gasdom, vous nous dites... Alors, on se doute à peu près ce que vous devez faire, Gasdom, mais vous allez quand même nous en dire un petit peu plus sur, ce que vous faites, la taille de votre entreprise et quels sont ses enjeux. Alors, Gasdom, c'est une société industrielle gazière. Nous avons été créés en 2015 en Martinique. Maintenant, nous rayonnons en Guadeloupe et en Martinique. En Guyane, c'est aujourd'hui 40 personnes. Donc je suis le dirigeant de cette société qui s'est, une fois qu'elle a démarré la Martinique, a essayé de rayonner en Guadeloupe et ensuite en Guyane. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, que dire de plus? C'est vrai qu'être industriel aux Antilles, c'est beaucoup de résilience. C'est quoi un industriel gazier? Vous faites quoi? Un industriel gazier, moi je donne du gaz. Voilà. Donc le gaz, pas n'importe lequel, c'est surtout des gaz industriels, des gaz pour l'agroalimentaire, des gaz pour les labos. Et on a une grosse activité aussi orientée sur les réfrigérants. Aux Antilles, il y a des chaînes de froid un peu partout. Donc on fournit tous les types de gaz nécessaires pour l'industrie, soit agroalimentaire, soit le commerce, soit pour les particuliers. Voilà. C'était une industrie qui était finalement peu déployée, ou vous avez réussi à prendre votre part du lion, comme on dit? L'anecdote, c'est que quand on a créé Gasdom en 2015, on m'a traité de fou. Parce qu'il y avait un acteur international français, que je ne vais pas nommer, qui était bien présent aux Antilles, qui avait quand même une grosse présence et un gros historique sur nos territoires. Et quand moi j'ai débarqué avec mon idée de dire ça serait bien qu'il y ait un autre acteur, une autre alternative, je vous avoue qu'on m'a dit mais tu es fou, tu vas te battre par rapport au premier. On sait qu'on se bat quand même par rapport au leader mondial. Français. Vous pouvez même pas sortir la carte du cocorico. Non, maintenant ce sont nos amis, mais au départ c'était pas nos amis. Et finalement, écoutez, on a réussi, force est de constater que 9 ans après, on est toujours là, on s'est énormément bien développé, et que sur des marchés de niche, sur des techniques un peu pointues, aux Antilles, il y a encore de la place pour des nouveaux projets, de nouvelles idées. Et justement, comment vous avez été accompagné et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réussi? En partie grâce à la BPI, parce que quand on était voir les banques, je vous avoue, on a essuyé beaucoup de refus.
Le projet a été bien été ficelé. Il y a une banque locale qui nous a suivis avec la garantie BPI. Et à partir de là, on a décollé, on a déroulé ce qu'on appelle le business plan, notre stratégie. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne très bien parce qu'on a encore des projets de croissance externe et de développement local et endogène. D'accord, très bien. Bah, écoutez, bravo. Paul Soubaya, Merci. vous nous racontez chez vous comment ça se passe? Parce que je crois que vous n'êtes pas exactement sur le même territoire. Donc encore une spécificité, c'est bien ça? Déjà, on n'est pas sur le même territoire et surtout pas le même fuseau horaire. Donc, on n'est pas concurrents. C'est vrai que vous vous parlez en fuseau horaire. Alors, RVE, ça veut dire Réunion Valorisation Environnement. C'est une idée que j'ai eue il y a 18 ans de cela, en 2006. C'est dans le traitement des déchets, plus particulièrement les déchets électriques. Donc, la spécificité de la Réunion, et là, je rejoins Général sur la partie résilience, la difficulté de monter une activité dans les îles, c'est le tonnage. C'est-à-dire l'achalandage. Aujourd'hui, nous, on a commencé de façon manuelle. Donc, à l'époque, j'avais une petite camionnette et j'allais collecter moi-même les déchets. Et le week-end, je démontais pour pouvoir gagner du temps. Et comme on démarre à zéro, on n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, on essaie de faire ça même. Aujourd'hui, on est 130 salariés. On rayonne sur toute la Réunion. On reçoit des déchets de Mayotte. Et en 2014, on a ouvert une usine industrielle parce qu'on a atteint la taille critique pour pouvoir industrialiser et augmenter le tonnage. Donc l'année dernière, on a fait à peu près 10 500 tonnes de déchets, alors qu'on était parti à peu près même pas une centaine. C'est de la gestion du déchet, mais est-ce que c'est déjà de la revalorisation du déchet? Alors nous, notre activité, c'est la première chose de collecter les déchets, ensuite les stocker, les trier, les dépolluer. C'est-à-dire, en gros, enlever ce qui est polluant pour la nature, c'est-à-dire le gaz, que lui il met, que nous on enlève, les piles, les batteries, l'huile, etc. Ça se récupère, le gaz? Oui. Bien sûr, ça se récupère, ça se régénère. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a lancé en Martinique une filière de régénération de gaz pour essayer de travailler sur de l'économie circulaire localement. Donc, il y a des gaz qui sont recyclés et il y a des gaz qui sont plus mis en service parce que la norme européenne les interdit, parce qu'ils sont problématiques. Donc, du coup, on les enlève. Ensuite, on les passe dans notre unité de traitement. Donc, c'est broyé. Et à la fin, c'est trié de façon automatique la ferraille, le plastique, l'aluminium, la fonte, etc. Et tous ces matériaux sont renvoyés dans des usines en Inde, parce que c'est à côté, pour pouvoir être fondus et refaire de la ferraille, de l'aluminium, etc. Les cartes électroniques, on les envoie en métropole. On récupère l'or, l'argent. Donc, ça fait rêver. Et, alors, pourquoi on ne peut pas le faire à La Réunion? Parce qu'il faut certaines quantités. Et pour revenir à l'accélérateur, moi j'ai fait les accélérés de 2020 en plein Covid. Donc j'ai pu faire 2 séances à Paris. Le reste, le préfet nous a interdit parce que ce n'était pas important d'aller en formation. Donc j'ai fait en visio. En visio, bon, c'était pas évident. Mais par contre, ce que je disais à Angelina, c'est que moi, ça m'a permis d'avoir la posture du dirigeant. C'est-à-dire que j'avais une posture auparavant, on va dire, qui est bon père de famille. Hein, je tapais sur les épaules des employés, mais quand ils faisaient des conneries, c'était compliqué pour moi de dire là, tu arrêtes tes conneries, on va faire autre chose. Mais en m'expliquant l'attitude, la posture du dirigeant, j'ai pu relever le défi. On a eu des gros soucis après la Covid, comme beaucoup d'entreprises, et aujourd'hui, on a un très bon bénéfice. Cette taille. Et je crois aussi qu'il y avait aussi l'impact du réseau, l'apport du réseau. Oui, tout à fait, parce que comme on était avec les mêmes types de métiers, avec des déchets, moi j'ai pu apprendre des autres et les autres ont pu apprendre de moi. Donc ça a créé un réseau. Voilà. Ça, c'est la grande force, effectivement, de ce qu'on appelait, tout à l'heure, on parlait dans l'écologie de la biodiversité, mais la notion d'écodiversité, c'est aussi ce qui permet d'être plus forts ensemble. Alors Cédric, j'allais dire, vu votre gabarit, entre guillemets, vous, quand vous devez arriver chez les salariés, ils vous écoutent tout de suite. En fait, vous n'avez pas le même problème que Paul. Non? Non, quand même pas. Non, quand même pas. Attendez. Non, une des complexités de développer une activité aux Antilles-Guyane, c'est quand même trouver des ressources. Hein, on n'a pas un vivier aussi diversifié qu'en métropole. Et recruter humaines. des ressources humaines, ouais, avoir des compétences, avoir des gens qualifiés. Donc nous, par exemple, chez nous, on en est réduit à recruter sur le savoir-être et on forme énormément. On forme tous nos collaborateurs parce qu'on est sur un métier tellement spécifique. Mais c'est pas le plus simple, finalement. Si. C'est plus simple. Le plus dur, c'est réussir à faire ramener
des Antillais, des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais au pays. Et c'est très dur, on réussit à en récupérer 1 ou 2 par an. Mais généralement, ils partent, ils ne reviennent pas, ou il y en a très peu qui reviennent. Et trouver des ressources qualifiées, c'est ultra compliqué sur un territoire. Ça veut dire que vous chassez, entre guillemets, des ressources en métropole pour les rapatrier sur les territoires ultramarins? Pour développer de l'industrie sur un territoire, on a besoin de forces vives. Et aujourd'hui, si on pouvait récupérer des gens formés et peut-être avec un minimum de compétences et d'expérience en métropole qui voudraient revenir au pays, ça serait l'idéal. Donc moi j'appelle de tous mes voeux les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais, les Martiniquais à regarder aux Antilles qu'il y a quand même un tissu économique et un tissu industriel qui est non négligeable. Il y a de belles opportunités en termes de boulot, en termes de job sur nos territoires. Je peux rajouter parce que c'est vrai ce qu'il dit Cédric, on a vraiment ce vrai problématique de management, de staff. C'est vrai que comme lui, hein, je chasse en métropole. Voir le monde, parce que j'ai des Réunionnais dans d'autres pays qui veulent venir à La Réunion. On va ouvrir d'ici 2 ans une usine de recyclage de plastique. À ce jour, il me manque une dizaine de personnes qualifiées dans le domaine de plasturgie. Est-ce que justement vous êtes accompagné par France Travail, par tous ces grands acteurs qui justement travaillent sur des systèmes de recrutement qui sont différents, où on parle beaucoup plus, non pas de compétences directes, mais de compétences indirectes? C'est quoi le rôle d'ailleurs pour vous? Est-ce que c'est un sujet clé d'accompagnement aujourd'hui du territoire? Parce que finalement, c'est le territoire global, c'est les entreprises, mais c'est aussi les personnes qui y résident. Trouver la bonne formation pour pouvoir revenir et pour pouvoir y vivre. Tout à fait. Sur cette question très précise du besoin, je dirais, en main-d'œuvre qualifiée, en capacité de pouvoir faire vivre de manière dynamique les entreprises, ce besoin il est clairement identifié. On le relie nous aussi avec la question de la transmission du savoir-faire, avec parfois, je ne veux stigmatiser personne, des entrepreneurs qui sont un peu sur la fin de la carrière que sur leur début, et comment ils se posent la question, comment ils passent le relais, comment ils transmettent. Il y a un dispositif qui aujourd'hui va bientôt voir le jour, c'est-à-dire sans doute dans les prochaines semaines ou à partir du début de l'année 2025. C'est un dispositif de continuité territoriale qui va permettre d'aider et d'accompagner les ultramarins qui souhaitent retourner dans leur territoire pour y développer une activité durable. C'est un élément qui est extrêmement important, c'est une aide au retour, très concrètement, qui a été votée en loi de finances l'année dernière, pour parler un peu de notre cuisine administrativo-politique. Ça fait partie des mesures du comité interministériel des Outre-mer, qui était donc un dispositif interministériel piloté en juillet 2023. Et très concrètement, ça va permettre de pouvoir aider les ultramarins qui le souhaitent à pouvoir bénéficier d'un billet d'avion et d'une aide à l'installation dans leur territoire. Ça, c'est un des premiers dispositifs. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif pour permettre aux salariés des entreprises des Outre-mer de pouvoir avoir des facilités en termes de continuité territoriale, de se déplacer pour participer à des formations, notamment dans l'Hexagone, lorsque la formation n'est pas disponible dans le territoire concerné. Et la troisième mesure, qui nous paraît très intéressante, très importante, c'est celle de pouvoir permettre aux entreprises innovantes d'avoir encore des facilités de déplacement dans l'Hexagone pour pouvoir participer à des événements comme celui-ci, pour pouvoir rencontrer des financeurs, etc. Et pour pouvoir permettre finalement de continuer à créer ce réseau que BPI France fait très bien via le programme notamment Accélérateur. On vient de voir divers points, on vient de voir l'emploi, on vient de voir la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, la notion de RSE, alors vous venez de l'évoquer ici, est-ce que cette notion de RSE, c'est un point qui est aussi crucial? On le voit dans beaucoup d'îles, hein, qu'elles soient françaises ou autres, le sujet de la gestion des déchets, le sujet de la gestion des tonnages, c'est une difficulté. Est-ce que est-ce que c'est aujourd'hui au cœur des questions? Et est-ce qu'on peut encore monter une boîte sans penser RSE? Angelina, elle fait non, c'est pas possible. Non. Allez-y. Oui, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas réfléchir comme il y a 20 ans. Ce matin, j'écoutais une intervenante sur la génération Z. Donc aujourd'hui, c'est à nous, chefs d'entreprise, d'aller vers cette génération parce qu'ils ont une façon de penser que ce n'est pas comme la nôtre. Donc tout ça, ça doit être intégré demain dans une activité. La partie environnement, la partie
bien-être. Pour vous donner un petit exemple, moi, ça fait plus d'une quinzaine, la société existe depuis 18 ans, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Je donne un fruit par semaine aux salariés parce que, alors ça vient de moi parce que j'aime bien les fruits, et du coup, j'ai partagé ça avec mes salariés et aujourd'hui, ils en demandent. Donc c'est le petit truc comme ça qui fait qu'on fidélise les salariés, on les emmène, on fait des sorties, etc. Donc on doit emmener les salariés vers nous et non l'inverse. Cédric? Alors le RSE, c'est indispensable. On est sur une île, enfin on est encore plus petit que la Réunion. La montée des eaux, ça nous concerne directement. L'augmentation des cyclones, là on le voit en ce moment, c'est une catastrophe. Enfin, il n'y a pas plus concerné qu'une région ultramarine par le dérèglement climatique. Donc j'inclus ça dans la partie RSE. Pour rebondir sur la BPI, le programme accéléré, un des axes d'ailleurs qui a été mis en exergue sur ce programme-là, c'est la partie RSE. Donc nous, on a démarré un programme RSE depuis maintenant un peu plus d'1 an et on est accompagné par la BPI à travers le programme accéléré pour s'améliorer, s'optimiser et voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur nos territoires. Mais c'est aujourd'hui un axe indispensable si vous voulez être une entreprise déjà dans son temps et puis comment dirais-je, il faut que les planètes soient alignées par rapport à vos valeurs, quoi. Aujourd'hui, moi, je prône, d'ailleurs, la création de Gazdom, c'était à l'initiative, c'était la mise en place d'une filière de traitement des fluides frigorigènes usagés, qui sont des gaz à effet de serre très polluants. Et ça a été la première brique de notre RSE en 2015, vous voyez. Donc c'est quand même quelque chose d'indispensable. Il faut qu'on soit aligné avec ces valeurs-là. Alors si je peux me permettre une remarque, j'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans dans des écoles de commerce. Les jeunes voulaient tous aller bosser au Canada. Moi je leur ai dit mais il fait froid au Canada. Comment on fait aujourd'hui pour rendre aussi sexy les territoires ultramarins que le Canada en se disant mais finalement il y a de la nouvelle techno, il y a des industries, il y a des gens qui pensent RSE, il y a de la création de valeur. Comment on fait ? Qu'est-ce que vous pensez faire et est-ce que vous avez des axes de mise en place pour que ça puisse se faire? Alors, il faut absolument qu'on sorte du stéréotype, la plage, le tiponche, le parasol et le cocotier. Ça c'est pour les touristes qui viennent une semaine par an. Mais ça pèse quand même le tourisme. Hein. Je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on a développé, par exemple en Martinique, il n'y a pas très longtemps, à l'occasion des Journées du patrimoine, on a développé le tourisme-triel. Le tourisme-triel, c'est quoi? C'est qu'on ouvre les industries au grand public, dans le cas des Journées du patrimoine, et on s'est aperçu de l'engouement. Ça a été incroyable. Avant, ils allaient visiter des musées, maintenant, ils viennent visiter les entreprises martiniquaises et guadeloupéennes et guyanaises, où ils s'aperçoivent qu'il y a vraiment un tissu industriel qui est très fort. Et ça attire, ça donne de la visibilité, ça donne de la crédibilité au territoire. Et maintenant, je pense qu'il y a des gens aussi qui voient, en tout cas ceux qui connaissent bien les Antilles, voient les Antilles en dehors du cliché traditionnel pour des zones d'activité ou d'attractivité économique importantes. Voilà. Pour attirer ou pour fidéliser des salariés, donc on a évidemment le salaire, ça c'est la base, mais ce n'est pas suffisant. Donc on les accompagne, on les met en situation, on fait des parrainages, du tutorat avec les aînés, on met en formation et aussi souvent ça arrive que certains ils ont des petits soucis, soit un logement ou quelque chose comme ça, mais comme on a une entreprise, on peut accéder à ces genres d'informations, donc on les aide à aller vers ça. On essaie de pas trop de faire de préférence, parce que tout de suite il va dire oui mais pourquoi lui, pourquoi pas l'autre, etc. Et surtout, quelque chose de très important, c'est les écouter. Donc moi, mon bureau, il est tout le temps ouvert. Donc mon planning, il y a un rendez-vous par jour, de façon à ce que si quelqu'un... Avec votre femme? Non. De toute façon, si quelqu'un a besoin de parler, moi, je peux arrêter ce que je suis en train de faire, je peux l'écouter. Et j'ai constaté que y en a qui ont beaucoup à dire, beaucoup à entendre, et on est un peu leur grand frère, on va dire ça comme ça. Je vais revenir sur vous deux. Justement, qu'est-ce qu'on fait pour porter cet étendard de venez aujourd'hui sur les territoires ultramarins parce que c'est extraordinaire pour développer son entreprise? Bon, alors, il y a quelque chose qui ne se mesure pas, c'est l'esprit nation, je pense. Et quand on est en Outre-mer, on a une culture forte. Et de dire aux jeunes qui a fait ses études dans l'Hexagone, lui dire tu reviens, tu participes à la construction de ton territoire. Je pense que chaque ultramarin que j'ai rencontré, ils ont ça dans les tripes. Voilà. Donc ça, il faut beaucoup, je pense, aussi attirer le jeune là-dessus. On parle d'industrie qui devient de plus en plus propre.
Donc on est sur l'attractivité par rapport à la transition écologique énergétique. On parle d'industrie de plus en plus moderne, donc on est aussi dans l'industrie innovante et nous, on pousse les feux là-dessus. Et on parlait de formation, donc des jeunes d'outre-mer ou de l'Hexagone qui veulent contribuer au rayonnement d'un territoire parce qu'on est sur la création de valeur sur place, sur le territoire. On réduit la dépendance des importations quand on est dans une société industrielle. On réduit le bilan carbone aussi, on va dire, de l'entreprise et du territoire aussi. Et comme les jeunes sont formés et qu'il y a des aides qui vont se mettre en place, ce qui est une excellente nouvelle, voilà, c'est comme ça qu'on fait rayonner les choses. Et grâce au programme qu'on fait, donc là, il y a 15 sociétés qui sont dans l'accélérateur Antilles-Guyane. Et j'ose espérer que ça va tracter tous les jeunes qui se disent... tous les jeunes, soit qui sont encore en formation, ou les jeunes industries qui se sont créées, ou des industries qui tournent depuis 15-20 ans, en se disant, on a des outils pour nous accompagner, pour nous transformer, pour améliorer notre performance, pour améliorer notre transition énergétique. Et c'est BPI qui peut l'apporter, ou un autre cabinet, hein, mais bon, en l'occurrence, on fait les choses, je crois, plutôt bien. Et ça veut dire qu'il y a des outils qui ne sont pas réservés qu'aux grosses sociétés. C'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises dont le chiffre d'affaires moyen, c'est 5 millions d'euros. Donc ça veut dire que c'est pour tout le monde. Voilà, c'est important. Et le fait d'en parler et d'être avec le ministère, on est aligné sur les enjeux, parce que je rappelle, c'est quand même le ministère des Outre-mer qui est sponsor financier de l'accélérateur Antilles-Guyane. Donc merci. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà, je trouve qu'on agit déjà et que l'industrie, c'est pas l'industrie d'il y a 20 ans. Je pense qu'il faut aussi porter un autre regard sur l'industrie. Pierre Villa. Excellente transition, Angelina. C'est précisément pour apporter un élément complémentaire par rapport au tien. Déjà, l'image de l'industrie, elle a changé. Elle a changé. Alors, elle a changé, mais vous demandez encore à des enfants de faire un dessin d'industrie. Oui. Ils vous font encore une usine avec une cheminée et de la fumée. Oui. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille aussi dans les écoles. Apparemment. Non, mais il faut que des gens comme Cédric, il faut que des gens comme Paul aillent dans les écoles pour montrer ce que vous faites. Vous le faites déjà, génial, bravo. Non. Génial. Malgré tout, l'image de l'industrie a changé et nous, notre rôle en tant que ministère, c'est de faire en sorte de libérer les énergies dans les territoires d'outre-mer, très clairement. Je suis le seul en costume cravate. En costume cravate. Je suis le bureaucrate de la bande. Moi, mon rôle, la façon dont on envisage notre action, c'est de ne pas rajouter de la paperasserie, de l'administratif, des contrôles. C'est d'être aidant pour libérer les énergies sur le territoire. Très concrètement, pour le soutien à l'industrie, qui est la première de nos missions, de l'État, même au sens large, pas que le ministère des Outre-mer, c'est la participation notamment au plan France Relance ou à France 2030. C'est quoi? C'est des financements notamment qui relèvent des programmes d'investissement d'avenir. Nous, notre travail, c'est de travailler avec les autres ministères pour signaler les spécificités ultramarines, notamment les seuils par rapport au coût total du projet. Un projet à 10 millions d'euros en Guyane n'a pas le même impact, le même effet levier qu'un projet à 10 millions d'euros, je ne sais pas, à Beson par hasard. Tout à l'heure, on a rencontré une magnifique entreprise de Beson. Donc c'est ça, c'est signaler, faciliter leur travail pour que les entrepreneurs soient en capacité d'avoir des outils de production nouvelle génération qui leur permettent de travailler. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, très rapidement, c'est de développer les innovations, toutes ces énergies, toutes ces forces que nos territoires ont et qui peuvent être les outils industriels de demain. Je pense notamment à la miniaturisation de certains outils industriels. Je pense à l'économie circulaire, notamment l'industrie agroalimentaire d'une entreprise qui fonctionne très très bien à Mayotte. Et c'est tous ces éléments-là qui donnent envie aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs de rentrer dans leur territoire en se disant l'État, je l'espère, nous donne les moyens de libérer les énergies du territoire. C'est ça notre ambition. Cédric, vous vouliez intervenir? Oui, alors juste pour vous dire, effectivement, nous, je ne vous l'ai pas dit, mais on est lauréat plan de relance industrie.
donc outre-mer, donc ça arrive jusqu'aux outre-mer et ça a été un énorme effet de levier pour nous. D'ailleurs, on a construit notre première usine grâce à ce plan de relance. Et pour donner quelques chiffres, il y a environ 400 industries en Martinique, ça on n'en doute pas, on voit l'industrie romière essentiellement, mais il y a quand même 400 industries et je vous lance le défi de toutes les citer, parce qu'il y a des industries qu'on n'imagine pas, et aujourd'hui c'est environ 8000 emplois directs et indirects quand même, donc il y a une force vive sur nos territoires, mais il y a énormément, et ça j'appelle encore une fois de mes voeux à tous les Antillais-Guyanais et Réunionnais, s'ils avaient le devoir ou le désir de revenir au pays, il y a des milliers d'emplois à pourvoir. Là on en a parlé de 10, nous on en a 11 aujourd'hui ouverts depuis presque un an, et on est une petite structure. Alors, imaginez le nombre d'emplois à pourvoir sur nos territoires. Donc revenez s'il vous plaît. Il y a du boulot pour tout le monde. C'est revenez ou c'est venez? Parce que venez ou revenez? Non, mais je dis ça parce que je pense qu'il y a aussi probablement des jeunes métropolitains qui veulent aller un peu partout et qui trouveraient tout à fait leur place, je pense, dans... Alors vous avez tout à fait raison, parce que quand on diffuse une offre sur France Travail, donc c'est une diffusion nationale, et on est assez étonné de recevoir quand même énormément de candidatures qui viennent de métropole, et ce sont des jeunes qui aujourd'hui peuvent voyager assez facilement, ont le réflexe avion assez facilement et ont une capacité à bouger qui est naturelle chez eux. Et c'est vrai que ce sont des gens qui viennent généralement pour une période limitée, hein, c'est 3-4 ans, mais c'est des gens sur qui, bon, écoutez, quand on est en recherche de main-d'œuvre, on peut avoir des gens qualifiés, mais au moins pour 3-4 ans, on a quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on arrive encore à attirer des gens qui veulent voir d'autres régions, voyager, avoir une expérience outre-mer dans leur CV. Voilà. Puis certains sont venus parfois juste pour 3-4 ans au début, puis ils sont restés une vie. Hein, donc... Qui sait? C'est vrai que... Pardon. Simplement pour rajouter un élément, on a beaucoup parlé des départements et régions d'outre-mer. Bien évidemment, il y a des dispositifs pour les collectivités d'outre-mer et il y a de l'innovation dans les collectivités d'outre-mer et qui peuvent apporter in fine de l'industrie. Je pense notamment au salon qui va se tenir à l'Elysée, le Fabriqué en France. Il y a un lauréat qui est issu de Nouvelle-Calédonie. Et on n'imagine pas, Cédric, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur... l'inventivité et la richesse des innovations et des entreprises qu'il y a dans les territoires. Non, mais comme le disait Angelina, l'idée c'est vraiment aussi de créer un hub entrepreneurial, effectivement sur cette logique de... on a effectivement Guyane, Martinique, Guadeloupe, mais effectivement on peut aller encore plus loin. Et l'idée, c'est de créer ce... Paul, vous vouliez intervenir? Oui, juste pour rebondir, il faut reconnaître que moi, j'appelle des Réunionnais et les gens des îles des MacGyver en puissance. Je vous donne un exemple, parce que je prends l'exemple de notre unité. On n'a pas le même gisement qu'en métropole. En métropole, vous avez une usine qui traite les machines à laver, une usine qui traite les frigos, une usine qui traite les écrans. Nous, on a une usine qui traite tout. Donc, il faut adapter. Et donc, quelqu'un qui sort de métropole, qui arrive à La Réunion, qui reste 4 ans, 5 ans, il va sortir là avec une expérience. Au lieu d'avoir cumulé des expériences en métropole, il aura tout d'un coup. Et c'est un peu ça notre force. Une anecdote, c'est pour rebondir, c'est quand nous, on a ouvert notre usine, on s'est mis à la recherche de fournisseurs de machines. Donc, on a fait le tour de l'Europe, on allait voir les fabricants de machines. Et à chaque fois qu'on allait voir un fabricant, on leur disait, voilà la production que je veux. Et ils me regardaient tous un peu étonnés, ils rigolaient, ils disaient mais oui, la production vous voulez en un an, moi ma machine en un jour elle le fait. Alors on n'a pas trouvé de machine, on dit mais comment on va faire la miniaturisation? Ça c'est un vrai challenge. Aujourd'hui les fabricants de machines, c'est la course au gigantisme. Et nous sur les territoires on a besoin de petites machines. Et aujourd'hui l'attractivité et l'intelligence, le fameux MacGyver des Antilles, c'est un bon... L'intelligence qu'on a et l'attractivité, c'est qu'on a réussi à suffisamment bien dimensionner notre outil de travail pour pouvoir travailler sur des petits territoires comme ça. Et ça vous le trouvez nulle part ailleurs en métropole. Il n'y a que nos territoires qui peuvent le faire. L'innovation incrémentale, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas une innovation en tant que telle. Par contre, elle est totalement adaptée pour répondre à vos besoins. Tout à fait. On arrive, il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'il y a une question de la salle? Oui, il y a des questions de la salle. Madame, on va laisser madame d'abord. Vous êtes d'accord, monsieur? Alors, bonsoir, bonjour. Je suis Alison, je suis étudiante à Cage en transformation durable des entreprises. Et donc, merci pour la présentation et la conférence. J'ai 2 questions. Donc, ma première question, c'est pour BPI France, pour Madame Simoni. Vous avez parlé des 5 acteurs de mon conseil pour le territoire guyanais que vous... pour accompagner les entreprises au niveau local. Vous avez parlé notamment de Cage, du Cage entreprise. Alors,
Voilà, donc c'est ma première question, d'élaborer un peu plus sur ce sujet. Et la deuxième, c'est au niveau des entreprises, au niveau de la supply chain. Quelles difficultés, voilà, quelles sont les difficultés majeures rencontrées? Merci. Merci. Alors, dans le programme de l'accélérateur croissance anti-Guyane, donc il y a 15 sociétés, plus des 2/3 sont industrielles. Déjà, je ne l'ai pas précisé, mais je le rajoute. Et en effet, c'est Kedge qui fait la partie académique et qui se déplace à chaque fois. Donc c'est des profs qui viennent la partie académique. Ce sont des gens qui ont opéré dans des entreprises. Par exemple, là, le dernier séminaire, c'était en Guyane. Et il y avait toute une thématique sur le management, le RH, l'attractivité des territoires, l'attractivité des talents, etc. Et le consultant, c'était un ancien DRH. Donc on prend des professionnels. Ces professionnels, ils sont indépendants, ils ne sont pas reliés à BPI France, et ils font leur travail comme ils le souhaitent. Donc ce sont vraiment des opérationnels qu'on a sélectionnés. Et avec cette lecture en fond d'outre-mer. Voilà, qui n'est pas un discours qui ne soit pas adapté aux enjeux du territoire. On a la chance d'avoir 2 experts en supply chain parce que, effectivement, je pense que... Expert, je ne sais pas, mais la supply chain, c'est le nerf de la guerre. On est à 7000 km, on est entouré d'eau, on est très loin de notre point d'approvisionnement. Aujourd'hui, celui qui maîtrise sa supply chain, un tant soit peu, il a une partie de son business qui est maîtrisée. Vous savez, nous, on fait un métier dans le gaz où on a une particularité, c'est qu'on importe et on exporte. Donc on importe du gaz et on peut exporter par exemple des déchets ou des bouteilles vides. Et aujourd'hui, la maîtrise de la logistique, vous n'imaginez pas la complexité qu'il y a pour faire venir du matériel en Martinique et pour le renvoyer. C'est à une dimension qui nécessite aujourd'hui un vrai savoir-faire. Et je vous dis, on a, au fil de ces années, on a développé un savoir-faire. On a même une personne qui est dédiée à ça, qui nous permet de jongler à toutes les étapes. Quand vous avez une étape aux Antilles, c'est 14 intermédiaires. Pour atterrir aux Antilles, vous êtes en métropole, vous en avez 2 ou 3. Donc 14 intermédiaires où sur chaque étape, il ne faut pas qu'il y ait le grain de sable qui vienne dans l'engrenage. Voilà. Donc la maîtrise de la supply chain, c'est vraiment un des facteurs de succès de la réussite aux Antilles Guyane et à La Réunion. Paul ? Pour La Réunion, on a cette difficulté, c'est que quand vous exportez des déchets, il faut une notification selon la convention de Bâle. Et la problématique de La Réunion, c'est qu'avant, les bateaux passaient par le canal de Suez. Donc il y a eu le fameux bateau qui a fait un travers, qui a bloqué pendant un moment. Ensuite, à ce moment, il y a des pirates. Donc les bateaux descendent par l'Afrique, remontent et redescendent chez nous. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Il faut savoir qu'avant, c'était 15 jours, 3 semaines pour un bateau arriver à La Réunion. Aujourd'hui, c'est 1 mois, 1 mois et demi. Donc il faut en tenir compte. Merci beaucoup. Et pour répondre à ça, on a Oui. Nous, alors là c'est la casquette du banquier. C'est-à-dire qu'on est les seuls banquiers à faire du financement de BFR de croissance. Et durant la crise Covid et après les événements en Ukraine, en effet, les délais se sont rajoutés dans le fret. Et les entrepreneurs avaient besoin de surstocker, d'anticiper un surstockage pour éviter toute chaîne de rupture de production. Et donc, nous, on a financé beaucoup de BFR, d'approvisionnement, justement, pour répondre à ces besoins-là. Oui. Pour pouvoir tenir. On arrive à la fin, il nous reste 1 minute 47. Allez, c'est la dernière, vous avez le droit. J'avais prévu d'être long à 1h30, mais il n'y a pas de souci. Je vais faire 1 minute 30. Déjà, ça fait un bien fou en fait de vous entendre parler de toutes les solutions, même au niveau politique en fait qu'on apporte. Moi, je suis de Mayotte. Et vous avez dit en fait comme quoi chaque territoire avait sa spécificité en termes d'industrie. On est aussi territoire industrie. Et mon projet, c'est vraiment relancer la distillation des huiles essentielles, en particulier de l'ilang-ilang à Mayotte. Et je pense que comme tout projet, en fait, mahorais en particulier, et même réunionnais, en fait, on se confronte à des problèmes administratifs au niveau foncier. Mon projet est soutenu par le programme Tremplin et je remercierai jamais assez la BPI de nous accompagner de ce côté-là. Mais on est vraiment, en fait, on a des freins. J'ai même pas pu investir aujourd'hui parce que le foncier, toutes les études de FESA ont été faites. Voilà, on n'attend plus que l'installation. En fait, on a vraiment ce problème foncier. Et j'aimerais vraiment, en fait, que
vous parlez du projet, peut-être même des autres, de nos problématiques en fait, mettre en place en fait un outil en fait pour le foncier, pour nous guider pour ces projets-là en fait. Est-ce que vous y avez pensé à aider nos territoires ultramarins? Je pense que les deux personnes entrepreneurs qui sont là ont eu les mêmes soucis peut-être. Alors, si je peux répondre rapidement, à La Réunion, alors, je pense que dans les autres outre-mer, on a le territoire de l'industrie. Et le territoire de l'industrie, c'est aider les collectivités à mettre à disposition du foncier, entre autres. Alors, moi, j'ai pu bénéficier d'un foncier d'une collectivité à travers le territoire de l'industrie. Bien, il faut peut-être se rapprocher de la collectivité. Cédric, est-ce que ça a été quelque chose qui vous a impacté justement cette partie foncière? Alors, oui, le foncier est un vrai sujet sur un territoire. On est sur une île, donc le foncier n'est pas extensible. Il y a des solutions, il faut le chercher. Nous, on a mis un certain temps à trouver un terrain industriel en Martinique. Alors, je pense que sur les autres territoires, c'est les mêmes problématiques. Hein. On a un relief, on a une urbanisation, on a des axes et des infrastructures qui font que le foncier n'est pas évident. Je pense qu'à travers la CCI, à travers les mairies, à travers les différents organes étatiques, on arrive à trouver quand même des solutions. Se faire connaître, faire connaître son projet pour qu'effectivement il devienne... Il faut en parler. Il faut en parler au maximum et on arrive à trouver les bons leviers. Alors, je vais juste rajouter que La Réunion s'agrandit. Parce qu'on a un volcan et le volcan on a grandi. Donc nous on a grandi. Attends, nous aussi on peut s'agrandir, on a un time pelé nous, attention. Alors, avant qu'on règle la battle des ultramarins, ce que je vous propose, c'est un dernier mot, tous les quatre. Vous avez la chance d'avoir beaucoup d'entrepreneurs et de personnes qui ont l'esprit entrepreneurial, en tout cas en face de vous. Si vous avez un message à leur donner, c'est lequel? Une petite dose d'insouciance. Voilà. Merci beaucoup. Avec une pointe d'ironie et d'autodérision, la thématique de ce BIC, c'est l'espoir. Ayez espoir en les pouvoirs publics pour vous faciliter la tâche et libérer les énergies. Vraiment, vraiment. Angelina. Alors, avant le mot de conclusion, je vais dire qu'il y a quand même le Pacifique, parce qu'on a beaucoup parlé océan Indien et l'océan Caraïbe, mais on n'oublie pas nos entrepreneurs de Calédonie, nos entrepreneurs de Polynésie française, où il y a des chocolateries, il y a aussi de très belles industries aussi sur ces territoires. Moi, je dirais nos limites. On était en Guyane la dernière fois, on a pris la route de l'espace, prenez-la. Hein. C'est vrai que on cite souvent la Guyane comme étant la route de l'espace, donc prenez-la, effectivement. Paul. Moi, deux choses. La première, d'abord, je tiens à remercier la BPI par rapport à ce qui était la formation que j'ai faite, parce que je ne cache pas que j'ai eu accès à des compétences que, en tant que simple employeur, je n'aurais jamais eu accès. La deuxième chose, en créole, à La Réunion, on dit comme ça, pas capable, les morts sans essayer. C'est-à-dire, essayez, testez, faites. Si vous échouez, ce n'est pas grave, mais au moins vous avez essayé. Super. On peut les applaudir bien fort. Et je crois qu'on a tout donné, Cédric. C'est ça? À fond les gaz. Eh bien, écoutez, c'était la fin de la Bulle des Régions pour cette édition 2024. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, au même endroit, pour Big 2025, en tout cas pour la Bulle des Régions. Merci à toutes et à tous et très bonne fin de journée.